Bonjour les amis, bienvenue sur la mécanique de la vie. Une fois de plus, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Merci de nous suivre au quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux, même si le nombre n'a n'a pas fait rougir qui que ce soit vu la petitesse. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On est content de vous retrouver. Je suis une fois de plus avec l'ami Jeff, l'ami Mika et l'ami Clément qui vont m'accompagner tout au long de cette vidéo. Merci à eux de leur présence. On espère qu'on va passer un bon moment et vous aussi. Je vous rappelle que pour nous suivre, c'est sur l'actu, le quotidien, nous contacter, c'est sur Instagram, Mécanique de la vie. Vous retrouvez le contenu également sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast et comment ça s'appelle Apple Podcast également et YouTube. Et les lives sont sur YouTube et annoncés généralement sur Instagram. Voilà. Merci à tous. Et on va démarrer avec la première question. Et merci encore à vous les gars d'être présents Avec aujourd'hui. plaisir. Bon, allez, on est parti. On va essayer de se régaler avec ces questions qui vont tourner autour de l'autre, justement. Donc, je vais t'évoquer la question. Si l'échange avec l'autre est une nécessité biologique, donc tout ce qui est émotion, survie de l'espèce, hormones, etc., quelle est la juste place de l'autre dans nos vies? Alors, la juste place de l'autre dans nos vies, c'est toujours la même histoire, hein. C'est que, alors bon là, au commencement, il est nécessaire en fait d'être dans l'interaction. Si Dieu avait voulu, il nous aurait fait une planète à chacun, et comme ça, on aurait fait notre karma sans avoir d'interaction avec les autres. Donc, si on a fait un monde aussi social, il faut rappeler aussi que l'humanité a rajouté, je sais pas, peut-être 6 milliards d'individus au cours des derniers siècles, hein, si c'est pas même une nette accélération autour des deux derniers, je ne sais même plus exactement, alors qu'en fait, durant toute l'humanité, on était presque 10 fois moins nombreux. Voilà. Donc, il y a une accélération sur la dimension sociale qui est astronomique, et donc ça veut dire elle répond à une nécessité dans notre processus d'évolution spirituelle et individuelle. Et donc, il y a une logique derrière pour que ces interactions nous permettent d'apprendre les uns des autres, en fait, et génèrent de plus en plus de situations au quotidien pour qu'on puisse comprendre des choses qui nous entourent. Voilà. Parce que, évidemment, plus il va y avoir d'individus, ben, plus, en fait, il va y avoir de différences, plus va y avoir de nuances, en fait, hein. On revient dans la notion du nuancier. Ce qu'il est difficile peut-être de comprendre pour un Français du 21e siècle est peut-être très, très simple à comprendre quand vous allez, je ne sais pas, en Turquie, par exemple, aujourd'hui, avec une société qui va fonctionner un peu différemment, ou ou du côté de l'Indonésie avec d'autres mœurs encore. Voilà. C'est-à-dire que une société va vous proposer, une civilisation, une société, une nation va vous proposer en fait un paradigme différent de celui que vous connaissez. Et dans ce paradigme différent, il y a une essence à trouver. Il y a des intérêts, il y a des choses que votre cerveau aura du mal à connecter dans un pays auquel il n'est pas exposé à ça, et qui va lui être très facile de découvrir dans des pays qui vont être très différents ou avec des populations qui sont très différentes. Et c'est ça l'intérêt de toute cette diversité, de tout ce social et de tous ces humains différents, c'est de pouvoir comprendre des choses et d'autres. Voilà. Et donc, il y a un intérêt, évidemment, et donc, évidemment, il y a un intérêt. Alors, le juste milieu, le problème, c'est qu'on revient toujours à la question de ce qui vous pousse. On revient toujours à la question du moteur. Qu'est-ce qui conduit un humain à avoir un certain caractère ou à faire certaines choses? Le problème que vous devez toujours vous poser, en fait, à la mécanique de la vie, c'est qu'est-ce qui me pousse à? Est-ce que j'ai réellement choisi? Est-ce que c'est par apprentissage? Est-ce que je suis né avec? Est-ce que c'est une dette familiale? Bon, il y a toujours une dette familiale, cherchez même pas, mais voilà. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui me pousse. Et à partir de là, ça a tendance à nous pousser dans une direction qui naturellement a tendance à ne pas être équilibrée. Bon, il y a des gens qui peuvent avoir une bonne gestion de l'humain et une très mauvaise gestion d'autres choses. C'est-à-dire, ils sont capables d'être équilibrés dans le volume d'humain qu'ils mettent au quotidien et dans la part sociale, et puis qui peuvent être très déséquilibrés sur d'autres choses. Bon. Mais au demeurant, à partir du principe que nombreux sont concernés par le fait que c'est déséquilibré. Ben, la chose, c'est toujours la même histoire. C'est d'être capable de vous passer des gens, comme on l'a dit dans une vidéo antérieure, être capable d'être avec eux, donc réconcilier aussi avec les humains, parce que certains, comme ils ont été trop trahis, trop déçus, ou n'arrivent pas à s'entendre, ben, ils sont trop déçus, donc en fait, ils ne sont plus compatibles. Donc, si vous n'êtes plus compatible, ben, il faut vous rendre compatible, parce que vivre en dehors est un non-sens à certains égards. Voilà. Donc, il nous faut composer en fonction de nous, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin des autres, est-ce que j'ai pas besoin des autres, est-ce que je suis sur la même planète qu'eux, oui, à quelle dose je dois le pratiquer, mais c'est individuel. Sinon, il faudrait vraiment
qu'on fasse tous les types de caractères et qu'on les énonce derrière. Donc ça serait compliqué de rentrer plus dedans. L'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de social pour avoir suffisamment d'interaction pour pouvoir grandir sur Terre et mûrir, et en même temps être suffisamment capable d'être seul et sans personne pour être autonome. Voilà. Donc c'est l'équilibre entre ces deux trucs. Mais ça, en fait, le problème, comme je vous dis, c'est que ça dépend de votre caractère. Donc c'est individuel, même si il n'y a pas 10 000 cas de figure, parce que en fait, il y a 10 grands groupes à tout péter, quoi. Il y a 10 grands groupes, hein, et pas beaucoup plus en vérité, voilà. Ok, bah c'est intéressant parce que tu m'as même devancé sur la prochaine question qui était de voilà comment interagir avec les autres de manière équilibrée sans dépendre d'eux ni en nous rendant dépendants. Donc je vais enclencher celle qui suit. Comment trouver notre propre place dans la vie des autres sans empiéter sur leur évolution personnelle? Le plus simple déjà, c'est que vous développiez votre empathie d'observation, pas d'émotion. Ça, c'est vraiment un mal qu'on a aujourd'hui et qu'on a énormément. Mais bon, après, il y a plein de sociétés qui l'ont aussi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les écrans, ils se sont aperçus que les enfants, de plus en plus, comme en fait, ils se consacrent à un écran et pas au regard des autres, hein, ben, ils sont dénués d'empathie. Ils ont une empathie d'émotion parce que vous leur mettez une vidéo triste, ils vont chialer. Mais par contre, ils ne voient pas les codes sociaux. Ils ne voient plus les codes de la sympathie et de l'empathie, en fait, dans le regard des autres. Donc, ils ne sont plus capables de doser les attentes réciproques. Normalement, quand vous êtes de nature empathique et que vous êtes observateur, vous regardez l'autre et vous avez tous les signes de ce qu'est l'équilibre que vous devez construire vis-à-vis de lui. Normalement, vous allez voir si ce que quand vous arrivez chez lui, si vous dérangez ou pas. Vous allez voir comment il va vous accueillir. Vous allez voir s'il relance chacune des discussions que vous faites. Vous allez voir s'il est fuyant. Vous allez voir si en fait il détourne le regard régulièrement. Donc vous avez 10 000 codes pour savoir ce que l'autre attend de vous et quelle est votre place par rapport à lui. Mais le problème, c'est que si vous êtes dénué d'empathie, si vous n'êtes pas suffisamment observateur, si vous êtes trop mal à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à être libre de votre regard et le poser sur les autres, etc., etc., eh bien, vous ne serez pas capable de savoir comment vous comporter avec les autres, ce qui vous rendra incompatible. Donc, soit, ok, évidemment, vous vous posez zéro question, vous arrivez avec vos gros sabots, si tout le monde vous dégueule, ben, vous vous posez pas la question. Bon, c'est libre à vous. Mais pour répondre en tout cas efficacement à cette question, pour moi, la solution et la clé à ça, c'est l'observation dans le regard de l'autre. Et pensez aussi que vos critères ne sont pas celui de l'autre. Je vous prends un exemple sur lequel j'étais confronté à l'époque, enfin, si je peux appeler ça confronté. J'allais voir un ami à moi, dont la compagne était quelqu'un qui aimait tenir sa maison de manière à extrêmement carrée, voilà, ménage presque 2 fois par jour, etc. Bon. Donc quand j'allais dormir chez eux, parce qu'il habitait un peu éloigné, qu'est-ce que je faisais le matin? Je faisais le lit. Je faisais en sorte que zéro affaire traîne. Je faisais en sorte qu'on ne me voit pas. Parce que le fonctionnement qu'elle avait, elle, dans sa maison est celui-là. Bon, c'est ses critères à elle. Et un jour, elle finit par me dire, putain, ça fait plaisir quand tu viens parce que tu fais le lit super bien, la maison elle est au carré. Alors j'ai dit, je suis pas du tout comme ça. Je lui dis simplement, c'est les règles de ta maison. Donc quand je viens chez toi, je t'ai suffisamment observé pour savoir ce que tu attends de la vie et des choses. Voilà. Donc à ce titre, je viens chez toi ponctuellement, tu ne fais pas partie de mon quotidien. Je me conforme à tes règles. Je me conforme à toi parce que j'ai observé ce qui était important pour toi. Ce qui n'est pas important pour moi est important pour toi. Donc je me conforme à toi. Voilà. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que vous devez sortir de votre perception, à mon avis, de ce qui est important ou non pour vous, et notamment dans le moment où vous allez côtoyer le monde entier, de regarder ce qui est important ou pas pour l'autre, hein. Voilà. Ce qui ne veut pas dire à la fin que vous êtes compatible. Il y a des gens avec qui vous ne serez pas compatible parce que les critères qu'ils ont et les vôtres ne sont pas du tout compatibles au quotidien. Vous pouvez même pas passer un bon moment avec. Bon, ben voilà, vous ne le côtoyez pas. C'est pour ça que on a des connivences plus ou moins avec les uns et pas avec les autres. Voilà. Mais à ce titre, c'est vraiment la clé du truc, c'est vraiment ces deux choses. Voilà. Regardez dans les yeux de l'autre tous les codes possibles et inimaginables. Regardez les réactions aussi de la compagne ou du compagnon, des enfants, de la famille. Et en même temps, s'ils vous contactent ou pas. Et en même temps, ce que je viens d'énumérer avec vos critères ne sont pas les critères des autres. Voilà. Ce qui est important pour certains n'est pas du tout pour d'autres. Voilà. Vous le voyez aussi quand vous voyagez. Ce qui est inenvisageable pour certaines nations est complètement logique pour d'autres. Vous voyez, voilà. C'est comme ça. Vous voyez, vous allez en Scandinavie, vous avez aucun papier par terre, hein, et vous avez des endroits où chaque fois qu'ils mangent un truc, en Afrique, j'ai vu des pays où en fait, dès que quelqu'un mange un truc, ils jettent le plastique par terre. Voilà. Eux, ils se regardent, c'est normal. Vous faites ça dans certains pays, je pense que
Je dirais en Suisse, par exemple, je pense que si vous faites ça en Suisse, vous allez avoir 100 personnes médusées, quoi. Voilà. Alors qu'ailleurs, c'est complètement normal. Donc, les critères et les standards ne sont pas les mêmes, hein, en fonction des sociétés, des nations et des civilisations. D'accord, donc ça voudrait dire qu'on pourrait envisager d'avoir une certaine, accorder une certaine importance à ce qui pourrait nous paraître nous futile, mais qui ne l'est pas forcément pour la personne qu'on a en face de nous. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment en fait, ce qui nous a rendu complètement, comment dire, euh, associables et tellement incompatibles, c'est le mot que je cherchais. Aujourd'hui, on est incompatible avec nos propres familles. Je veux dire, moi, à l'époque où je faisais un peu de consultation et tout, mais quand les gens veulent faire nation avec les pays voisins, mais vous arrivez pas à faire famille. De quoi vous parlez en fait? Vous avez trois familles sur quatre. Vous cherchez, il y a des frères et des sœurs qui se parlent pas, des oncles, des tantes, des grands-parents, des enfants, des frères et des sœurs. Mais on n'arrive pas à faire famille. Vous croyez qu'on va aller faire société avec je sais pas qui. Moi, je suis pas pour ou contre, la question elle est pas là. Je vous parle rationnellement. Rationnellement, les familles n'y arrivent pas. Hein, donc, dans les pays développés, la plupart des familles n'y arrivent pas, ou en tout cas en France. À partir de là, comment vous voulez aller vers l'extérieur alors que vous n'êtes pas foutu de vous entendre avec vos parents? Ah, c'est complètement utopiste, hein, voilà. Et donc ça c'est une vraie problématique, hein, qui est encore une fois issue de notre incompatibilité à l'autre. C'est-à-dire que comme on n'est pas des êtres apaisés, comme on ne fait pas attention aux autres, qu'on ne regarde pas quels sont leurs standards, qu'on accorde de l'importance à des choses qui n'en ont pas, et en même temps qu'on nous a vendu certains critères. J'entends par là, par exemple, aujourd'hui, si vous avez trois générations qui vivent sous une maison, on appelait ça, enfin aujourd'hui c'est avec le film Tanguy. Voilà. Attends, je t'explique, pendant des millénaires, c'est ce qu'on a fait, ça a marché très bien, ça faisait pas tourner la machine industrielle, hein, il n'y avait pas besoin de prendre des services publics qui servent à rien, des crèches, laver le linge, le fast-food, le Uber, voilà. Parce qu'en fait, quand tu as trois générations sous le même toit, il y a tout qui est fonctionnel, voilà. Mais on vous a dit que si tu faisais ça, ben, t'étais pas indépendant, donc tu étais une merde, voilà. Et donc il y a si vous voulez, il y a une corrélation, il y a un parallèle entre l'humain qui est devenu incompatible avec ses pères et sa propre famille, du fait de ses névroses, et du fait aussi de la destruction de la famille tradie à travers que ce soit les religions comme la culture historique, hein, mais en même temps prêché par la société qui permet, quand vous l'écoutez, vous faites ça, vous faites de foyer fiscal, vous faites de loyer, vous faites de taxes foncières, vous faites tourner la machine économique. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc il y a un parallèle entre la déconnexion des humains, leur incapacité à l'entraide et à la compatibilité, et en même temps une société qui les pousse puisque ça sert à, évidemment le capital et la consommation. C'est dans l'ordre des choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc au final, enfin, je trouve que la question c'est comment trouver notre place dans la vie des autres sans empiéter sur leur évolution. C'est déjà en fait le premier pas, c'est se poser la question. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait la moitié du chemin. Si déjà tu te dis qu'est-ce que je vais faire pour pas être voilà, Faut pas le polluer, juste. ouais, voilà, tu vois, rien que te poser la question, je sais pas, tu t'apprécies pas que quelqu'un arrive chez toi sans frapper à la porte, sans s'annoncer, que le mec il arrive, tac, il fout les pieds sur la... Tu vois ce que je veux dire? On se permettrait pas des choses et pourtant aujourd'hui, ben, je sais pas, on n'a plus Cette rien que édu- ce réflexe, en fait, ce réflexe qui est juste, qui est censé être normal et le minimum de la bienséance, de se poser la question, en fait. Comme tu dis, si en fait hein, l'élément central il est là, c'est que si vous vous posez cette question et que vous la posez systématiquement, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement accroché à ça. Ça sert à rien de se triturer le cerveau. Mais en fait, simplement, un être conscient, c'est quoi? La conscience, alors il y a plein de choses dedans, hein, mais c'est une présence. C'est-à-dire, je suis là. Je suis là, ça veut dire que je suis pas ailleurs. Je suis pas en train de penser à autre chose. Quand vous arrivez chez quelqu'un, si vous êtes quelqu'un qui est conscient, c'est présent. Donc si vous êtes présent, vous allez voir. Vous allez regarder ses yeux, vous allez regarder ses mimiques, vous allez regarder les autres personnes du foyer, vous allez regarder si vous accueillez avec un sourire.
pas un sourire. Quand vous allez chez un commerçant, on est content tous quand il vous sourit. On dit oui, c'est un commerçant sympathique. Non, c'est pas un commerçant sympathique. Il est serviable. Non, il est pas serviable. Voilà. Donc en fait, ces standards-là, normalement, on est censé y faire attention. Voilà. Évidemment, si on a une vie qui est une vie que d'écran et une vie où on est névrosé ou une vie où on est tout le temps dans l'oppression, on n'a pas le temps de regarder les autres parce qu'en fait, on est dans la prison de notre tête. Et donc, on n'a pas le temps de regarder autour de nous ce qui se passe parce que c'est une espèce de prison. Mais si, comme le dit Michael très justement, on fait cette espèce d'effort que de regarder l'autre et de se poser la question sans tomber dans l'excès, parce que simplement on est présent, donc on n'a pas besoin de se poser la question, on est présent, on regarde ce qui nous entoure. Je ne suis pas sur Terre en fait pour me perdre dans ma tête. Je suis sur Terre pour vivre le moment, faire acte de présence conscience. Donc quand je rentre chez quelqu'un, normalement, si je viens le voir, je vais regarder ces choses-là. Donc j'ai même pas de me poser la question parce que je suis là. Donc je vais voir ses yeux, je vais voir ses mains, je vais voir les autres, je vais voir si je dérange. Au bout de, ça fait une demi-heure que je suis là, tu vois, je vais à tatillon. Bon, ça commence à faire un moment que j'y vais, que je suis là, je vais peut-être pas tarder je vais peut-être pas tarder à y aller. Et vous voyez sa réaction. C'est tellement, en fait, c'est tellement logique hein, quand vous êtes comme ça que vous comprenez même pas pourquoi on en parle. Mais ces standards-là disparaissent hein, de plus en plus parce que nous ne sommes plus habitués à regarder en fait dans les yeux de l'autre si on dérange ou pas en fait. Voilà. Soit parce qu'on ne va plus à la rencontre, on va plus à la rencontre de l'autre d'une certaine manière. C'est l'empathie, c'est aller à la rencontre de l'autre et donc de soi par induction. Et donc aujourd'hui, c'est ce que l'on ne fait plus, et c'est pour ça que nous sommes incompatibles, et c'est pour ça que vous avez même les familles qui n'arrivent même plus à vivre ensemble parce que on est une fabrique à fous. Et est-ce que, alors là, pour prendre un petit peu le contre-pied et pousser un peu plus, est-ce que des fois le fait qu'on soit dérangeant pour l'autre ne peut pas être favorable à son évolution? Alors bien sûr, il y a une corrélation. Là, on doit parce que tout est tout le temps multifactoriel. Mais bon, à la fin, évidemment, évidemment. Alors après, c'est toujours pareil. Là, on avait la question du point de vue de celui qui veut savoir, lui, à quel moment il dérange. Alors après, évidemment, si vous intégrez l'ensemble, vous pouvez toujours vous dire que cette fois-là, vous y êtes allé parce qu'il devait travailler sur sa capacité à accueillir des situations ou des personnes de manière inattendue. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils peuvent être contents de vous voir, mais en fait, c'est des gens qui sont très routiniers. Ils aiment pas avoir quelqu'un qui peuvent passer à l'improviste parce qu'ils aiment contrôler. Ils aiment pas que le programme qu'ils ont établi parce qu'ils ont besoin de sécurité et de contrôle, il soit changeant. Et donc, ils vous accueillent moins bien, même s'ils vous aiment bien. Vous voyez le truc? Mais d'où l'intérêt aussi de briser la glace de temps en temps. Voilà, vous le voyez dans ses yeux que c'est comme ça, et vous le lui dites. Vous arrivez chez lui, ah oui, j'arrive, je pense que je te dérange un peu. Voilà, vous pouvez toujours mettre les pieds dans le plat, c'est jamais inutile. Mais bien sûr, Michael le dit justement, c'est qu'il y a toujours vous êtes toujours sur un terrain d'évolution. Donc le problème, c'est que si vous êtes là pour évoluer, ben, l'idéal, c'est que vous soyez le plus observateur possible. Et évidemment, dans votre comportement, ben, il y aura une collision d'une certaine manière avec les carences ou les forces ou les faiblesses ou l'évolution des autres. Et donc, c'est comme l'a dit très justement Michael, une manière dont ça peut s'exprimer. Ok, bah merci, c'était intéressant comme échange. Là, j'ai une question qui me vient, parce que bon, depuis qu'on a ouvert les espaces commentaires, bon, pas nous, mécanique de la vie, mais en règle générale, avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc., il y a une nuance d'opinion qui arrive de partout et de n'importe qui, n'importe quand. Et moi, j'ai remarqué, en tout cas, de mon expérience, que certains vont se dire, moi, je suis introverti, pardon. Moi, je suis plutôt extraverti. Certains se disent même ambiverti. Est-ce que là, on pourrait remettre en question cela et l'étudier sous mécanique de la vie? Est-ce qu'il y a une approche à ce niveau-là? Bah, en fait, si je suis extrêmement cru, c'est pas tuer, c'est tu subis. En fait, je suis ça, ça veut rien dire. Sinon, ça veut dire que tu considères que l'humain n'a ni libre arbitre ni terrain d'évolution. Ce qui, à mon avis, est complètement faux au vu de tout ce qu'on énumère depuis le début. Et puis, bon, même factuellement, tout ce qui n'évolue pas meurt sur Terre. Donc, dire ça est un non-sens. Simplement, on l'a tous fait en pensant qu'on était prédéfinis. En fait, qu'on avait un peu une destinée manifeste à avoir un tempérament et pas un autre. Voilà. Et pour moi, c'est complètement faux. Simplement, on a standardisé notre façon de parler en prenant cet énorme raccourci où où certains énoncent directement la conclusion à des traits de caractère qui dans le fond ils subissent. C'est pas en fait je suis introverti, c'est plutôt qu'il devrait dire plutôt je subis mon introversion. Je suis extraverti, non, je subis mon extraversion. Si ça se dit. Voilà. Donc, ça veut dire en fait je suis l'esclave d'un comportement qui me domine. Donc je suis possédé.
Donc c'est très très différent de ce qu'on va énumérer. Bien au contraire, si quelqu'un dit j'ai ce trait de caractère-là qui est fort chez moi, ben ça veut forcément dire qu'il te faudra aller à l'inverse de ce caractère-là pour retrouver un tempérament équilibré. Parce que si tu es quelqu'un d'introverti, sois sûr que la vie va taper dedans à un moment ou un autre. Et au même titre, si tu es trop extraverti, c'est que tu cherches la reconnaissance peut-être, c'est que tu vas chercher l'amour, c'est que tu recherches le regard des autres, donc tu cherches à te remplir de quelque chose que tu n'arrives pas à t'amener toi-même. Donc la vie te mettra des balayettes, c'est à peu près mathématique. D'accord. Clément. Alors Clément, je vous le dis parce que vous ne le voyez pas, Ben. il a son regard de j'en ai une, tu vas galérer, tu vas Non, tu voir. Non? Ouais, ouais. Non, alors si, alors soit il aime me faire galérer, soit sinon il aime mettre les pieds dans le plat. En fait, ce qu'il faut pas parler. Voilà. Et en fait, il veut voir mon habilité à slider de porte en je, porte je, pour esquiver la blague. je teste ta tolérance. Allez. Donc, quelqu'un qui dit je suis de gauche, il subit son gauche. Alors Ça attends. marche avec la droite aussi. Tu peux Att- pas mettre la moitié. Alors attends. Toi, tu dis si Quelqu'un qui quelqu'un dit. s'annonce comme introverti ou quelqu'un qui s'annonce comme je suis de gauche, parce que Ok, j'en ai eu un qui m'a sorti ça il y a pas longtemps. d'accord. C'est que peut-être qu'il a un surplus de gauche et qu'il devrait peut-être s'équilibrer sur la droite. Mais en fait, de toute manière, d'une certaine manière, c'est le besoin de case. Parce que le problème déjà politiquement, et là tu vas pas, tu vas perdre. Et moi, je veux pas J'ai la perdre. réponse. Non, je blague. Je blague. Mais par exemple, politiquement, puisqu'il parle de politique, on va transposer politiquement. Le problème déjà, à se définir de gauche ou de droite, hein, dans l'absolu, devrait déjà être interdit. Normalement, on devrait déjà interdire, puisqu'en fait, c'est une volonté manifestée d'avoir une préférence native pour quelque chose. Alors qu'en fait, quand tu es au service du peuple, ta préférence, elle doit aller dans l'intérêt commun. Donc, si l'intérêt commun, le salut de l'intérêt commun est dans une politique ou dans une législation ou une tendance à droite, hein, ben, tu choisis en fait de faire pour un cas précis une politique de droite ou une loi de droite. Si dans les standards de la représentation de la droite, attention, par exemple, démocrate dans certains pays, chez les Scandinaves, c'est de l'extrême gauche. Hein, non, c'est de l'extrême droite. Aux États-Unis, c'est l'extrême gauche. Donc, faites attention aussi la politique. Chaque pays, si vous voulez, elle fait sa sauce pour vous dire à quel point c'est de la flûte. Voilà. Donc dans ce cas-là, par exemple, normalement, c'est une aliénation déjà que de choisir l'étiquette. L'étiquette, ça veut dire que tu n'es pas là pour servir un peuple, hein, tu n'es pas là pour faire le mieux de ce qui sert tes citoyens et leur bonheur, ça veut dire que tu es là, t'es là pour servir une idéologie, de ce qui est déjà délibérément négatif, puisqu'en fait, t'as- t'es déjà parti pris. Voilà. Et à mon sens, c'est déjà une aliénation. C'est déjà une aliénation. Tout politicien savant devrait être un centriste, par définition. Comme ça, en fait, il piocherait dans le mieux des uns et des autres pour voir l'intérêt national et l'intérêt citoyen. Autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, bon, pas de transgression cette fois-ci, mais du coup, souvent, il y a des personnes se définissent comme étant je suis, Ouais, comme si en fait, sans et le vouloir, elles montraient clairement qu'elle n'était pas. le point qu'ils devraient travailler. Ben, tout à fait, parce que on n'a jamais besoin autant d'affirmer quelque chose que parce qu'on a un conflit Voilà. d'identité d'une certaine manière ou un besoin d'appartenance aussi. Parce qu'il n'y a pas que le conflit d'identité, il y a un besoin d'appartenance en fait. C'est-à-dire que comme nous sommes des égarés, on a besoin de se raccrocher en fait au village, hein, donc c'est-à-dire à la communauté ou au communautaire, pour pouvoir révéler une identité on n'est pas suffisamment fort pour l'affirmer seul et soi-même. Voilà. Et ça, c'est le mal aujourd'hui, hein, c'est énormément ça. C'est pour ça que nous sommes dans l'époque, hein, et c'est pour ça que cette époque est fatigante dans les pays développés, c'est que c'est l'époque de toutes les revendications, en fait. La plupart des choses ont toujours existé, ça n'a jamais posé problème, mais en fait, tout le monde, enfin, beaucoup trop doivent toujours revendiquer leur identité. Mais parce qu'en fait, ton identité est souffrante. Ton identité est souffrante parce que tu, n- tu ne te suffis pas, en fait, d'une certaine manière. Tu ne te suffis pas. Donc, il faut que tu sois dans la revendication pour pouvoir exister, en fait. Voilà. Mais c'est un tempérament qui est un tempérament, si vous voulez, d'extrême violence dans le fond, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se pensent pacifiques dans cela, alors que c'est un tempérament violent, parce que c'est un tempérament de colonial. C'est un tempérament qui est colonial, hein, dans l'attitude. Donc ces gens-là ne savent pas qu'en fait la violence de leur conflit d'identité ou de communautarisme génère une violence en eux qui est une violence de conquête en fait. C'est une violence de conquête parce qu'ils deviennent militants pour aller chercher en fait de nouveaux territoires et de nouvelles personnes et de nouveaux peuples. Mais c'est ce que faisaient tous les tyrans de l'histoire en fait. C'est ce que faisaient tous les tyrans de l'histoire. Voilà. Au nom de leurs idéaux,
ils allaient convertir les autres en fait et le revendiquer par la violence. Voilà. Voilà, la violence, elle est d'abord dans l'identité profonde et dans le discours. Elle est moins dans l'acte, même s'il peut y avoir une violence, parce qu'on impose à d'autres, à qui on prêche pourtant la liberté et l'égalité, euh, des, euh, des, euh, des valeurs, euh, des valeurs qu'on leur impose en fait, qu'on leur impose du coup de force par ce militantisme qui est pourtant une violence déjà, d'ores et déjà en lui-même. Voilà. Ok, bah, je pense que c'est bon pour tout le monde alors. Bon, mais écoutez, si on a fait le tour du sujet, quel était le sujet initial de celui-là? Parce que je me souviens Alors, le même pas sujet, comment il c'est a l'autre. été. L'autre de manière générale. Voilà, D'accord. le rapport de Le l'autre. rapport à l'autre. Non, ça a été très bien abordé, je pense. C'est vraiment développer notre observation de l'autre, hein, premièrement, évidemment, et comprendre que ce qui n'est pas important pour nous l'est peut-être pour l'autre. Et ainsi, en fait, et inversement, évidemment. Et comme ça, en fait, on se rend compatibles les uns aux autres. On peut refaire société, on peut refaire déjà famille dans un premier temps, sans parler de société, on peut refaire famille. Et à partir de là, les choses ne peuvent qu'aller mieux, en fait. Voilà. Et même dans le couple, voilà, c'est toujours pareil. Vous évitez de mettre le pied là où ça pique pour l'autre, hein. Si votre femme, le seul critère qu'elle a, c'est que vous ne laissiez pas traîner vos slips, arrêtez de laisser traîner vos slips. Ouais, ça vole pas haut. Alors si après, super caricatural en plus, mais c'est clairement l'idée. Ah, Ouais, Mika. non, mais il faut s'en se forcer parce que David le dit souvent, c'est que, par exemple, nous, ça nous est arrivé pas mal de fois de passer 2, 3 semaines, un mois ensemble, sans qu'il y ait un seul accro. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne s'impose pas à l'autre. Concrètement, nous, on peut passer une semaine ensemble et s'être vu et s'être parlé 2 heures par jour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ne cherchez pas non plus à toujours vous imposer à l'autre ou d'attendre que l'autre vienne vous voir ou ne soyez pas, n'ayez pas cette dépendance en fait. L'interaction, il y a pas besoin d'avoir forcément une interaction physique pour avoir une interaction spirituelle. Rien que le fait de laisser l'autre faire son truc dans son coin et de respecter ça, déjà vous avez une interaction spirituelle avec lui, sans avoir l'interaction physique. Dans le cas de Clément et Mika, hein, alors qu'on se connaît depuis enfant, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, si vous voulez, la compatibilité qui fait que, par exemple, on peut rester un moment ensemble et que ça se passe bien, c'est parce que moi, ce que j'aime bien avec eux, c'est que je ne suis pas là, je suis pas responsable d'eux. C'est-à-dire, souvent, quand un ami vient, vous êtes responsable, par exemple, s'il vient en vacances chez vous. Alors, s'il vient une semaine, c'est pas pareil. Évidemment, s'il vient une semaine, bon, vous êtes un peu plus responsable de lui parce qu'il vient que ponctuellement et tout. Mais quand vous êtes responsable de quelqu'un, vous avez une pression. Une responsabilité, par essence, c'est une pression, qu'on le veuille ou non. Donc, la compatibilité vient de la pression qu'on ne se met pas, c'est-à-dire la liberté individuelle de chacun, et en même temps, de se caler par rapport aux spécificités des uns des autres. Par exemple, Mika, généralement, par exemple, c'est de cet exemple que je vais citer de lui. Par exemple, quand il fait à manger, il adore le dire, hein, si tu veux nous le dire à Mika. Par exemple, quand Mika prépare à manger et que Clément et moi, par exemple, on est en train de regarder la télé, et en même temps, on a toujours un ordinateur sur les genoux avec Clément. On est toujours comme ça. Ben, Mika ne nous dit jamais à table. Mika, il nous dit toujours, le dîner est servi. C'est prêt. Ou c'est prêt. C'est pas du tout la même chose si vous réfléchissez. C'est-à-dire qu'il ne vous impose pas de venir manger, il vous invite à le faire. C'est stupide, hein. Ça paraît être vraiment nuancé, mais c'est une barrière infranchissable pour certains. C'est C'est une la barrière différence entre une information. Voilà, et donc il a pas le micro, il a reculé un C'est, peu. pardon, c'est la différence entre une information et un ordre ou une injonction. C'est stupide, mais dans le fond, dans un des cas, vous avez l'autre laissé libre de choisir le moment à laquelle il voulait manger et de le laisser finir ce qu'il était en train de faire. Dans l'autre, vous lui avez dit ce que vous vouliez qu'il fasse. Et la réception de ce que vous avez dit n'est en rien la même. Ce qui fait que quand vous jouez sur les... Alors là, c'est vraiment un trait, voilà, mais c'est pour l'exemple. Mais quand vous faites attention à tous ces petits paradigmes du quotidien qui sont rien en apparence, mais qui font tout dans le fond, et ben c'est comme ça que vous recréez une compatibilité, que ce soit à nos relations amoureuses, que ce soit à nos familles, que ce soit à nos amis. Parce qu'on commence à faire attention aux petites choses qui font ce fameux vivre ensemble. Bon, déjà, vivre entre amis. Et vivre entre amis, voilà. Donc, c'était une parenthèse pour citer un exemple qui était intéressante. Donc, merci une nouvelle fois à tous d'avoir suivi ce contenu et la mécanique de la vie aujourd'hui. Pensez bien à liker, commenter. Merci à Jeff, Mika et Clément de leur présence.
Encore une vidéo super sympa, en tout cas, dans les impressions de ce qui s'est passé. On espère que ça vous aura plu aussi. À très bientôt, les amis, et merci de nous suivre et on espère vous retrouver prochainement en live. Pensez à noter les questions, les sujets, les objections que vous avez et comme ça, on les aborde lors des lives. C'est ainsi qu'on a créé ce contenu et le process. À bientôt, les amis.